Bonjour à tous, nouvelle critique de film, ancienne version numéro 4. Je vais essayer, j'essaie vraiment, mais j'ai beaucoup de mal à le faire, de faire beaucoup plus court, de faire encore plus synthétique, mais quand on est un passionné, malheureusement, on a la langue un petit peu trop pendue, surtout quand on n'aime pas parler de base. C'est ça un peu le paradoxe de ma personne, on s'en fout. Je commence avec l'énumération des films qu'il y aura dans cette critique numéro 4. Le premier film est Mysterious Skin, il est classé dans le genre thriller, fantastique, drame psychologique. Le second film est Oui mais, il est classé dans le genre comédie psychologique. Le troisième film est Capax, il est classé dans le genre fantastique, science-fiction, psychologique. Le quatrième film est Smashed, il est classé dans le genre drame psychologique. Le cinquième film est Tucker Handal, Fight le mal, il est classé dans le genre comédie fantastique, horreur. Le sixième film est Dark Sky, il est classé dans le genre fantastique, fantastique. Le septième film est Hippocrate, et il est classé dans le genre comédie, comédie, une simple comédie. Le huitième film est A Dangerous Method, et il est classé dans le genre biopic, en tout cas inspiré quand même d'une part de faits réels, psychologique, dramatique. Le neuvième film est Slumdog Millionnaire, il est classé dans le genre biopic, psychologique, dramatique, comédie, c'est un petit peu un melting pot de plein de genres. Et le dixième film, enfin, est Le garçon au pyjama rayé. Il est classé dans le genre dramatique, psychologique. Donc voilà pour la critique ciné numéro 4. Je vais vraiment essayer de faire plus court, mais c'est dur. Quand je vois les films dont il va falloir que je parle, ça va être difficile. Il y a des films où il y a plein de trucs à pas dévoiler. Et du coup, on est obligé de faire une espèce d'enrobage pour pas dire les choses importantes. Et du coup, on est obligé d'un peu de combler, mais je vais essayer. C'est un espèce de challenge qu'il faut que je me lance. De toute façon, j'ai encore à peu près 20, au minimum 20 critiques à faire, avec 10 films dedans. Ça fait beaucoup, c'est très long, et honnêtement, vu le temps que je passe dessus, si je pouvais faire plus court, ce serait cool. Donc vraiment, il faudrait que j'apprenne à faire synthétique, hein. Voilà pour ce que je peux dire en introduction. Merci à vous et à bientôt. Et puis donc, si je me tiens à ce challenge complètement fou, eh bien, à demain, tout simplement, parce que tous les jours, je vais vous dire à demain, parce que tous les jours, je dois le faire. Il n'y a rien qui m'y oblige, mais en tout cas, je me suis lancé ce challenge complètement fou de refaire toutes mes vidéos cinéma, et après de reprendre un cours plus normal en ce qui concerne le cinéma. Merci à vous, et à bientôt. Même si je sais que je parle dans le vide et que dans l'absolu, je n'ai plus d'abonnés, c'est pas grave, peut-être qu'un jour il y aura du monde. On dira pourquoi il dit ça, mais c'est ça la magie Internet. Eh bien, il faudra comprendre qu'à ce moment-là, j'avais pas d'abonnés, que j'étais à 4 abonnés, donc 3 amis. Euh, mais c'est pas grave. Voilà, je dis quand même merci à vous parce que c'est une formule de politesse, donc merci à vous et à bientôt. Le premier film est Mysterious Skin, et de quoi ça nous parle? Eh bien, ça parle d'un garçonnet de 8 ans qui s'appelle Brian Lackey, qui se réveille dans un cave de sa maison. Il l'a né en sang, il sait pas ce qui lui est arrivé, il ne comprend pas. Suite à ça, et en grandissant, en devenant un jeune adulte, il va faire de nombreux rêves, de nombreux cauchemars plutôt. Il va avoir la peur du noir, il va avoir des évanouissements, et donc il va se poser des questions. Il va essayer de comprendre ce qui a pu lui arriver dans ce passé, et il pense, au fur et à mesure de son évolution, que peut-être il aurait été enlevé par des extraterrestres. Il a le souvenir qu'il connaissait quelqu'un à l'époque qui s'appelait Neil McCormick, qui était un peu le dur de la bande, que peut-être ce jeune homme pourrait lui apporter des réponses, puisqu'ils ont vécu les mêmes choses ensemble. Et donc Brian va aller retrouver Neil McCormick pour lui poser des questions, pour lui dire s'il a des souvenirs lui aussi de cette époque, s'il a vu les mystérieuses créatures, s'il ressent les mêmes choses, s'il vit lui aussi des nuits de cauchemar. Et quelle claque au final que ce Mysterious Skin, qui fait lui aussi partie de mes films cultes. C'est pourquoi vraiment je tenais à refaire toutes mes chroniques cinéma. Il y a des films qui sont importants pour moi. C'est peut-être les choses les plus importantes de ma vie. C'est les films que j'ai pu voir, c'est les musiques que j'ai pu écouter. Parlons de la musique, justement. Elle a une place importante dans ce film. Alors je vais pas dire prédominante,
mais la bande-son est signée par Brian Eno. Il y a des morceaux de Brian Eno, il y a des morceaux de Cocteau Twins, peut-être l'alliance Cocteau Twins, Brian Eno. La bande-son est géniale, le film est génial. Il est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît, je suis donc un peu sur l'affiche hallucinée. La note presse est de 4,5 sur 5. On est presque sur un chef-d'œuvre, une note qui est rarement donnée. Et la note spectateur de 4,1 sur 5. Je peux pas tout vous dire de ce film. Je veux pas révéler d'éléments importants. Regardez-le, c'est un grand film, c'est déstabilisant, c'est super bien écrit. Dans l'acteur, enfin je connais pas le rôle du gamin un peu timide. Brian, c'est Bradley Corbett que je ne connais pas. Mais par contre, le méchant garçon, le gangster, est joué par Joseph Gordon-Levitt, que vous connaissez plutôt, sans doute davantage. Donc le film, c'est Mysterious Skin, et la bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est Oui mais. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'Églantine, qui est une jeune adolescente de 17 ans, qui est en pleine révolution, on pourrait dire ça comme ça, elle se pose des questions sur elle, en tant que jeune femme, sur sa sexualité, sur le rôle de sa mère, qu'elle trouve un peu trop étouffante, sur la position de son père qui est absent dans sa vie, son petit ami qui est trop entreprenant, et c'est pas vraiment ce qu'elle veut. Il est légitime à cet âge-là de se poser des questions. C'est une étape un peu charnière. Et donc, pour essayer de se libérer du carcan familial, du poids de toutes ces choses, elle va décider d'aller voir un thérapeute et de commencer une thérapie. Thérapeute qui est joué par Gérard Jugnot et qui est quand même plutôt adepte de la thérapie provocatrice. Donc je ne connaissais pas ce terme avant moi-même de rencontrer un hypnothérapeute qui faisait de la thérapie provocatrice, ou en tout cas qui pensait faire de la thérapie provocatrice. Qu'est-ce que c'est? C'est une forme de thérapie où votre psy, ou votre... ouais, c'était pas un psy en l'occurrence, mais où votre psy va vous bousculer dans vos croyances, va être un peu dans l'altercation avec vous, va vous déranger, évidemment, afin de canaliser vos énergies, évidemment, afin de vous aider à aller mieux, mais ça peut être un déstabilisant, un peu déstabilisant. Et donc, Églantine va passer par différents caps, où elle est en colère, où elle va pas comprendre, où elle va claquer la porte, où elle va dire je ne reviendrai plus jamais. C'est normal, c'est le fruit de la thérapie. Et donc, ce film, sans être un grand film, parle tout simplement du monde du monde de psy, finalement, et de l'importance peut-être à certains moments de sa vie de se poser et de se dire est-ce que j'aurais pas aller voir quelqu'un pour parler. Évidemment, c'est pas une panacée en soi, hein, parce qu'il faut tomber sur la bonne personne. Et en l'occurrence, dans ce film, bien que c'est compliqué pour Églantine de le voir, Gérard Jugnot aborde son métier avec beaucoup d'humanisme, et bien qu'étant dans cette forme de thérapie provocatrice, c'est malgré tout un bon psy. C'est pas toujours le cas, hein. Je connais de nombreux patients qui ont été traumatisés par le monde de psy, à savoir que je crois que c'est pas un psychiatre, c'est un psychologue, donc on ne lui donne que de l'argent et notre parole, c'est-à-dire qu'il ne donne pas de médicaments. C'est pas son approche, je crois pas, hein, je vais pas le souvenir. C'est vraiment pas le plus important, et que beaucoup de gens qui sont passés par la psy sont surtout désarçonnés ou choqués par le fait qu'on leur a donné des traitements, et que les psychiatres ne sont pas toujours très à l'écoute. On a vraiment ce truc du psychiatre qui est en train de noter sur ses notes, peut-être ses courses, peut-être une lettre d'amour pour sa femme, on sait pas trop. Je l'ai vécu encore pas très longtemps, où le mec dit bah vous venez ici régulièrement, vous venez voir un tel. Bah non, ça fait 4 ans, je le vois plus, je vous l'ai dit à la fois. Dans ta tête, tu dis ouais, mais en fait, tu t'en fous quoi. En plus, tu prends des notes, tu prends même pas les bonnes notes, hein. Enfin bref, on peut avoir vraiment un avis négatif sur la psychologie et la psychiatrie. Mais moi, je pense que dans certains cas, elle est nécessaire, que dans certains cas, elle est même vitale. Il y a des gens qui, quand sont au bord du burn-out ou prêts à péter les plombs, il est bon de consulter. Et lorsqu'on est une jeune fille comme Églantine, simplement pour mieux apprendre à se connaître, pour faire un temporaire chemin, parce que ça dure pas si longtemps que ça peut être bien de se poser et de se dire peut-être que j'ai aussi des choses à me reprocher, peut-être que je suis pas simplement une victime, mais je peux aussi potentiellement être mon propre bourreau. Donc le film c'est Oui mais, la bande annoncera en dessous. Et voilà pour ce film. Le prochain film est Capax. Et de quoi ça parle? Eh bien ça parle d'un homme qui est joué par Kevin Spacey. Là je mets des arguments d'autorité, Kevin Spacey, qui surgit dans une ville, il a l'air un peu égaré, il a l'air un peu de planer, il porte des lunettes de soleil. Donc la police va être appelée, ils vont se rendre compte que c'est peut-être pas de leur ressort et qu'ils sont peut-être pas les plus habilités à aider ces personnes.
Ils vont le diriger vers un hôpital psychiatrique, hein, une clinique qui est dirigée par le docteur Mark Powell, qui est joué par Jeff Bridges, si je ne me trompe pas. Et très vite, cet homme qui se dit s'appelait Prot, c'est son nom, il s'appelle Prot, prétend qu'il vient d'une planète qui se nomme Capax, qui est perdue dans une lointaine galaxie. Et progressivement, il va parler un peu de son univers, il va parler de là où il vient. Et étonnamment, des scientifiques vont se rendre compte que lorsqu'il parle de ces événements, eh bien, ça semble vrai. Car Prot a de grandes connaissances en astronomie. Et dans des tas d'autres domaines, il est très très cultivé, il connaît des tas de choses. Évidemment, il va devenir un petit peu le centre d'attraction de cet hôpital, à la fois pour le médecin qui va se poser des questions, c'est-à-dire comment cet homme peut avoir autant d'informations qui sont justes. Il va commencer à se poser des questions, évidemment en tant que psy c'est compliqué de se dire est-ce que vraiment cet homme ne viendrait pas d'une planète lointaine. Évidemment c'est l'hypothèse la moins probable pour lui. Et puis les patients vont en quelque sorte aduler Capax, parce qu'il a un discours intelligent, parce qu'il parle d'une planète où semble régner la paix et l'harmonie, parce qu'il explique que, comme lui qui est très posé, très méditatif, tous les gens sur sa planète sont comme ça, et surtout qu'il doit retourner sur Capax. Il va donner une date, il va dire voilà, on ne sait pas trop pourquoi il est sur Terre, il a certainement une mission à remplir, ça on ne le sait pas, mais ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il va retourner sur Capax, et qu'il n'aura que peu d'élus. C'est-à-dire qu'il peut emmener une seule personne avec lui, je crois. Tout le monde veut être de ce voyage. Tout le monde va vouloir partir avec lui sur cette planète, et va attendre le jour et la date fatidique, en même temps que le psy, qui va surveiller avec attention cette date, afin de voir ce qui va se produire. Il a un peu peur que son patient puisse s'évader, que ce soit aussi une possibilité de parler de suicide, ou aussi l'hypothèse autre, que réellement il pourrait partir sur une autre planète. Quelle réussite que ce film! Quelle intelligence d'écriture, quel rôle de Kevin Spacey. Capax, c'est vraiment un très grand film. J'aime pas voir des films avec des amis, je suis pas très concentré dans ces cas-là, j'aime bien être tout seul chez moi, avec un casque, vraiment dans mon univers. De toute façon, je suis un peu autistique, c'est pourquoi je vous parle de mes passions avec beaucoup à la fois de passion. Voilà, je suis passionné quand je parle des choses, parce que je suis quelqu'un qui est un peu comme ça, autistique, dans son univers musical, cinéma et autres. Et donc j'étais avec un ami qui un soir, on dormait chez quelqu'un, on devait surveiller, on devait garder le chien, quelque chose comme ça. Il me dit ouais, tu veux qu'on regarde un film? Bon, j'étais pas très convaincu. Il me met Capax. Donc le contexte n'était pas favorable, hein. On était à deux, on parlait un peu en mangeant des chips en gros. Et j'étais complètement pris par ce film. Je l'ai trouvé génial. C'est beau, c'est touchant, c'est intelligent, c'est vraiment un très beau film que je vous conseille. La note presse c'est que de 2,6 sur 5, je ne peux pas comprendre dans ces cas-là. Euh, Honnêtement, c'est un très beau film, je peux pas en dire beaucoup plus. Ça flirte entre la science-fiction, le, le fantastique, la psychologie, le drame, la comédie. C'est juste un très bon film. La bande-annonce sera en dessous et le film c'est Capax. Le prochain film est Smashed. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'un couple de trentenaires, je dirais, qui se nomme Kate et Charlie, qui aiment passer du bon temps ensemble. Ils ont une passion commune qui est la musique, ils aiment les fous rires, et surtout leur plus grand point commun, c'est qu'ils aiment boire. Peu à peu, Kate va développer un comportement alcoolique, et ça ira à son apogée, le jour où, parce que c'est une prof, c'est une enseignante, elle est avec des gamins, en maternelle ou primaire peut-être, hein, où elle va arriver en cours complètement déchenillée, et où surtout, la finalité du truc, c'est qu'elle va finir par vomir, presque sur un de ses élèves, ou en tout cas dans son sac, complètement ridiculisé. Euh, Évidemment, ça a posé beaucoup de problèmes par rapport à la direction, par rapport aux parents d'élèves. Vous imaginez bien la situation. Vous avez la prof de vos enfants qui est là, qui arrive bourré en cours, et qui en plus vomit. Enfin voilà, c'est la totale. Kate va très mal vivre cette situation. Elle va comprendre qu'elle était beaucoup trop loin. Elle va comprendre dans quel état elle est finalement. Elle va se dire je suis alcoolique. Pendant très longtemps, je pensais que c'était de l'alcoolisme mondain, que c'était juste pour faire la fête, mais en fait, j'en ai besoin. Ça m'est vital, ça m'est nécessaire à mon équilibre. Je ne sais pas justement faire la fête sans boire, parce que c'est souvent le problème des gens qui ont un problème avec l'alcool. Et donc, elle va devoir complètement remettre j'ai envie de dire, sa vie en ordre, hein, tout simplement, en changeant ses habitudes,
Le problème, c'est qu'en changeant ses habitudes, elle va changer aussi sa vie de façon générale, puisque ses amis sont eux aussi des gens qui aiment faire la fête, hein, et qui ont des problèmes d'alcool, que son compagnon ne voit pas de problème, lui, il a envie de continuer, combien même peut-être qu'il a envie de continuer, mais c'est comme ça, et je crois qu'il travaille pas, donc c'est moins problématique pour lui. Et il y a que Kate qui va prendre conscience de ça et qui va vouloir changer les choses. Et évidemment, ça va modifier beaucoup de choses, et c'est quelque chose que je connais assez, puisque j'ai fréquenté moi-même des milieux un peu toxicaux, si je puis dire. Moi, sans prendre parti, mais voilà, le milieu de la musique, le milieu, donc il y a toujours un peu de drogue, d'alcool. Et on se rend compte que les personnes comme ça qui un jour décrochent, qui se disent je veux changer, parce que c'est, voilà, ça m'amène à rien, hein, et bien que leurs amis, le cercle d'amis qu'ils avaient, leur correspondent et que du coup, bah, progressivement, ils vont être obligés de se séparer de ces amis-là. Ils vont plus avoir grand-chose à partager. Imaginez quelqu'un qui boit plus, simplement ne plus boire, qui est avec des amis qui boivent tout le temps, et moi je l'ai vécu avec des gens qui fument le joint, bon, vous en connaissez tous, hein, j'imagine. Il y a même des témoignages sur YouTube de personnes qui parlent de l'addiction au cannabis, des dangers, parce qu'il faut vraiment mettre en avant le danger. Eh bien, quand on est avec des gens comme ça, qui sont en train de fumer ce qu'on appelle banalement le bédo, et qu'on nous on fume pas et qu'on boit pas, on s'ennuie. On ne comprend pas leur univers. On comprend pas les blagues auxquelles ils rient, on comprend pas les. On n'est pas dans leur trip. Moi, c'est ce qui m'a permis de m'en sortir assez vite. C'est que ça m'intéresse pas, quoi. C'est que ces soirées-là, où ce qui pour moi était marquant dans ces soirées-là justement, comme dirait Yannick, je crois à l'époque, le chanteur, c'est que les gens ne s'écoutent pas. En fait, ils dialoguent, ils parlent tous ensemble, ça fait une espèce de brouhaha sonore. Il n'y a pas de vraie conversation intelligente qui peut émaner de ça. Je préfère largement faire une critique de cinéma comme je fais là, en posant mes idées, parce que ça apporte rien, quoi. Tout le monde parle, surtout personne ne s'écoute, c'est-à-dire que tout le monde parle en même temps. J'ai essayé par moment de donner de ma parole à ces moments-là, c'est juste pas possible. Et bien ce film montre cette difficulté qu'on a quand on est dans une addiction, de changer quand notre environnement, lui, n'est pas prêt à le faire. Et en ça, j'ai beaucoup aimé Smashed, parce qu'il me rappelle aussi, pas pour les mêmes raisons, mais des, des relations affectives que j'ai eues, des jeunes femmes un peu comme ça, immatures, et en même temps qu'il y avait des postes à responsabilité, et en même temps qui étaient aussi des postes à responsabilité avec les enfants. Donc c'est peut-être pour ça, hein, c'est peut-être pour ça que j'ai bien aimé, parce que le film est sorti qu'en DVD, mais je trouve ça juste, hein, je trouve que c'est bien écrit, c'est subtil. L'actrice, quand même, c'est pas n'importe qui, c'est Mary-Elizabeth Winstead. L'acteur, je connais moins, c'est Aaron Paul. Enfin voilà, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film. C'est Smashed. Il fait presque partie de mes films cultes comme ça, dans le registre psychologie. La bande-annonce sera en dessous. Et le film, c'est Smashed ou Smash. Je sais pas comment on le dit en anglais. Le prochain film est Tucker and Dale Fight le Mal. Rien que le titre est déjà culte. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Tucker and Dale, qui sont deux amis de longue date, qui ont choisi d'aller se ressourcer un petit peu en forêt. Et eux, ils aiment les plaisirs simples. Ils aiment par exemple manger des pop-corn au coin du feu. Ils aiment se raconter des bonnes blagues. Ils aiment boire une bonne bière. Ils aiment aller un petit peu à la chasse, un peu à la pêche. Enfin bref, ce sont des gens gentils, certes un peu simplés, mais vraiment des personnes agréables et qui ne peuvent poser aucun problème. Malheureusement pour eux, ce même week-end, il y a des jeunes qui ont décidé d'aller en forêt pour des jeunes un petit peu, vous voyez le profil de jeunes étudiants avec pas mal d'alcool, des jolies filles, enfin voilà, on est vraiment sur les clichés là du film d'horreur classique. Et il va y avoir un quiproquo à une station essence, ils vont croiser Tucker and Dale. Il faut dire qu'ils ont un physique un peu particulier, hein, ils peuvent faire un peu peur. Et du coup, ils vont penser, imaginer, que Tucker and Dale sont des tueurs en série, tandis que Tucker and Dale vont penser que ces jeunes font partie d'une secte suicidaire et qu'ils sont venus là pour mourir. Parce qu'évidemment, pour que ce film devienne intéressant et drôle, il va se passer plein de quiproquos, plein de trucs totalement improbables, mais ça fonctionne. Les gags sont complètement improbables, mais c'est génial. Je peux pas vous dire quoi, je pourrais vous spoiler, vous le verrez un peu dans la bande-annonce. C'est drôle. Évidemment, c'est un mélange de films d'horreur, hein, c'est genre comédie, épouvante horreur, donc il y aura peut-être des scènes un petit peu gore, mais quand même, c'est premièrement un film amusant, drôle, que j'ai conseillé un jour à un repas en famille. Je savais pas trop quoi passer, puis dans ces cas-là, on a pas eu un film trop intelligent, parce qu'on voilà, on fait d'autres trucs, on boit l'apéro en même temps, on mange des gâteaux,
donc on n'a pas l'esprit à ça. On a lancé ce film, moi je l'avais déjà vu, hein. Et eh bien, j'ai réussi à conquérir ce public. Ils m'ont dit qu'est-ce que c'est con, mais voilà, ils étaient morts de rire. Parce que c'est bien amené, parce que c'est subtil, parce que c'est. On y croit en fait. On comprend que Tucker and Dale peuvent passer pour des tueurs en série, et on comprend que ces jeunes peuvent aussi faire partie d'une secte potentiellement suicidaire. Ce qui semble improbable sur le papier tient la route. Donc, ça en fait un très très bon divertissement. La bande-annonce en dessous, vous pourrez comprendre un peu l'univers. Je vous conseille absolument ce film. C'est Tucker and Dale Fight le mal et la bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est Dark Sky. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'une famille, la famille Barrett, qui vit dans une banlieue paisible et qui soudainement va voir sa vie basculer parce qu'elle va être victime de phénomènes extraordinaires, pour ne pas dire paranormaux. Leur fils cadet va dire que la nuit, il voit un mystérieux ogre des sables qui lui rend visite le soir. On peut penser un peu aux terreurs nocturnes, on peut penser un peu au paradis du sommeil. En tout cas, il semble comprendre qu'il y a une hantise dans leur maison, qu'il y a une présence, qu'il y a quelque chose qui les surveille, qu'il y a quelque chose qui vit avec eux. Et les choses ne vont faire qu'empirer, puisque progressivement, toutes les nuits, ils vont plus pouvoir trouver le sommeil, ils vont faire d'affreux cauchemars, ils vont être victimes de trous de mémoire. Par moments, ils auront des espèces de... Ils ne se rappelleront plus des éléments qu'ils ont vécus. Ils vont aussi faire comme des possessions, des pertes de contrôle. Ils ne contrôleront plus leur corps. Et donc, chaque jour va devenir un peu plus effrayant. Et chaque jour, ils vont comprendre qu'il y a réellement une emprise dans leur maison, qu'il y a quelque chose qui vit réellement avec eux. Et c'est très bon, Dark Sky. Au point même que j'aurais tendance à dire que c'était, quand je l'ai vu, pour moi, le renouveau du cinéma fantastique. Mais je commence à comprendre là où le bas blesse. C'est qu'en fait, j'aime pas les blockbusters, films fantastiques d'horreur. Et que j'aime bien les films un peu d'auteur, fantastique horreur. Un film où il y a une ambiance. Un film où il n'y aura pas des tonnes d'effets spéciaux, mais où tout sera basé sur ou bien les dialogues, ou l'interprétation des personnages, ou l'ambiance qui va être créée. Et ce film, il a une sacrée ambiance. Rien que la bande-annonce, les éléments de la bande-annonce, moi, ça me fait flipper. Euh, Ce film, dans l'absolu, je peux pas vraiment avoir peur devant un film, j'ai passé l'âge. Mais il m'a fait peur. Je me suis dit, c'est quand même super bien foutu, c'est quand même super oppressant. Évidemment, bon, comme dans tout film fantastique, il y a des éléments que je ne révélerai pas du tout, qui pourront vous surprendre. C'est un film déstabilisant, mais je ne veux pas en dire plus. La bande-annonce sera en dessous, et le film, c'est Dark Skies. Le prochain film est Hippocrate, et c'est un film français, et j'aime bien parler du cinéma français parce qu'il n'y a pas tant, je veux dire, d'œuvres, de cinéma qui sortent de ce cinéma-là. De quoi ça parle? Ça parle de Benjamin, qui est un garçon d'une vingtaine d'années, qui rêve de devenir médecin, parce que son père lui-même l'est. Il va, grâce certainement un peu à l'entreprise de son père, rentrer en stage dans un hôpital, faire ses premières armes, et il va se rendre compte très vite que rien ne se passe comme prévu. Qu'évidemment, la pratique se révèle beaucoup plus dure que la théorie, et qu'en fait, c'est une vocation que de devenir médecin, ou même infirmier. Enfin voilà, c'est pas des métiers qu'on choisit par hasard, et souvent, lorsqu'on n'est pas chaperonné par quelqu'un, on en sort très vite. Je connais une personne comme ça qui idéalisait le monde médical, qui a même osé prendre la parole à un ami à moi. J'aime bien mettre des anecdotes personnelles, mais évidemment, ils sont tous anonymes, vous ne vous reconnaissez pas. Hein. Si vous reconnaissez, j'ai pas dit votre nom ni prénom. J'avais un ami à moi qui a été hospitalisé à la même période que moi dans le même hôpital. Moi pour une dépression sévère, lui pour une dépression moins importante, on va dire ça comme ça. Et qui a osé dire à une séance cinéma liée à la psychiatrie, en fait. Ils font ça un petit peu dans mon cinéma quartier. Qui a osé dire l'apport que lui donnerait au monde de la médecine quand il serait infirmier. Qui a dit, moi, dans le pavillon où j'étais, les gens ne parlaient pas vraiment avec nous, ils n'étaient pas très attentifs. Dans ma tête, ça fait le titre, je me suis dit, oh là là, quelle utopie. Quelle utopie. Alors le directeur lui a bien répondu, hein, oui, mais enfin, entre la théorie et la pratique, il y a tout un monde que vous ne semblez pas connaître. Et donc, le directeur, il a posé des questions après, il voulait faire ce métier.
Le directeur lui a dit, ce serait peut-être bien que vous fassiez simplement des stages. Ce serait bien de faire des stages, juste comme ça, des stages. Et puis au final, il a voulu devenir infirmier et s'est complètement rétamé. Donc c'est pas juste une fiction, c'est que réellement, je pense qu'il y a peu d'appelés et beaucoup d'élus, on dit ça comme ça, je crois, que c'est un monde difficile, qu'il faut y réfléchir. Il y a une scène comme ça très intéressante. Le jeune Benjamin est joué par Vincent Lacoste, et il y aura un interne qui est joué par Reda Kateb, qui à un moment va lui expliquer ce que c'est que la médecine, qui à un moment va lui expliquer pourquoi il est là, qui à un moment va lui expliquer pourquoi lui ne devrait pas être là, et que finalement c'est pas un truc qu'on choisit, c'est un truc qui nous habite, c'est une vraie vocation. On peut se dire comme ça, enfin dans le temps surtout, on pouvait se dire voilà, je vais devenir infirmier parce que dans certains hôpitaux c'était assez souple, mais c'est devenu de plus en plus dur. Les diplômes eux-mêmes sont très durs. Les gens qui font les IFSI et autres vous le diraient. C'est très complexe. Et en plus, on parle même pas de quelqu'un qui va être infirmier, mais de quelqu'un qui potentiellement rêve d'être médecin. Donc ça parle un peu de toutes ces illusions et du coup de ces désillusions. C'est bien foutu, c'est intéressant. Je crois que, alors j'ai vu qu'il y avait soit une série qui était tirée d'Hippocrate, ou un film, mais qui a l'air quand même comme une série, c'est pas le Hippocrate 2. En tapant Hippocrate sur Halluciné, j'ai vu un autre Hippocrate. Donc il faudra que je me penche dessus. En tout cas, moi j'ai bien aimé celui-là. Alors du coup, c'est une espèce de comédie grinçante, parce que ce n'est pas que drôle, quoi. Et c'est même très loin d'être drôle. Alors que Benjamin, lui, le soir, se rêve à faire la fête, bah, l'interne va lui dire, c'est pas ça, quoi. Est-ce que t'as potassé tes cours? Mais non. Je vois bien, t'as fait n'importe quoi, le lendemain, t'étais pas là, présent. Mais si tu dors pas assez la nuit, la journée, tu vas faire des conneries. Et ça peut s'avérer grave, et en plus, ça peut retomber sur moi. Et moi, j'ai pas envie d'avoir des ennuis à cause de toi, parce qu'ici, c'est pas une boîte de nuit. Ici, c'est pas un lieu où, comme mon ami me disait, dans le milieu infirmier, il y a plein de femmes. Oui, mais t'es pas venu pour courtiser des femmes. T'es venu parce que tu as vraiment la passion du truc. T'es venu parce que tu es vraiment passionné, effectivement. C'est un monde où il y a beaucoup de femmes. Mais si vous venez pour cette seule raison, à mon avis, vous n'irez pas au bout du cursus. C'est pas possible. C'est pas une raison légitime. Donc ce film parle bien de tout ça, de tous ces jeunes qui pourraient être tentés par faire carrière ou bien dans la médecine, alors là je ne vous parle même pas du nombre d'années d'études, ou même simplement infirmier, ou même simplement aide-soignant. Ça demande beaucoup plus que simplement de signer un papier et de dire voilà je le suis. C'est un réel engagement, et je trouve que ce film retranscrit bien cet univers hospitalier. Le film c'est Hippocrate, et la bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est A Dangerous Method. Et de quoi ça nous parle? Eh bien, encore une fois, on va être dans le monde de la psychiatrie et plus exactement de la psychanalyse, puisque ça nous parlait de Jung, qui a une patiente qui s'appelle Sabina Speilrein, j'imagine, une jeune femme qui souffre d'hystérie. Alors à cette époque-là, l'hystérie était très mal connue, et j'ai vu des images d'époque, j'ai envie de dire d'archives, de jeunes femmes qui étaient possédées d'hystérie féminine, parce que réellement, avant qu'on... Et maintenant, on sait vraiment très très bien soigner ça, hein, c'est très très connu. Mais à l'époque, ces jeunes femmes semblaient complètement possédées, semblaient dépossédées de leur corps. On pouvait vraiment penser qu'il y avait une cause surnaturelle derrière. Il y a un autre film comme ça qui s'appelle Augustine. Il y a une jeune femme qui fait un moment de crise d'hystérie, on a l'impression qu'elle est possédée. Quand j'ai vu le début du film, je me suis dit, c'est l'exorciste, c'est un film fantastique, et non, pas du tout. C'est lié évidemment, c'est certainement plus complexe que ça, mais aux pulsions sexuelles qui étaient réprimées énormément, beaucoup plus que maintenant, où les femmes, et c'est tant mieux, et je vais le dire comme ça de façon libérée, s'offrent des sextoys, et donc elles sont plus libérées avec leur sexualité, donc ça va mieux. Mais à cette époque où c'était très réfréné, et très réprimé, et très encadré par les hommes, eh bien les femmes étaient, c'était l'une des principales causes de maladies mentales à l'époque, c'était l'hystérie féminine. Et donc Jung va prendre en charge cette jeune femme, et il aura une méthode, dont le nom du film, A Dangerous Method, une méthode plutôt dangereuse, puisqu'il va, il va s'éprendre de sentiments pour cette jeune femme, et que, évidemment, en faisant ça, il sort complètement du contexte de la relation patient-thérapeute. Ce que verra d'un très mauvais œil, puisque sur l'affiche on voit Jung et de l'autre côté Freud. Freud, lui, ne peut pas comprendre. Il n'arrive pas à comprendre cette relation,
et il estime que la barrière est franchie et qu'évidemment c'est dangereux. Ce qui est intéressant avec Dangerous Method, c'est qu'il n'a pas écrit biopic, mais qu'a priori, Sabina Spellrein a vraiment existé et elle a eu, suite à ce traitement administré par Jung, suite à cette rencontre, une destinée relativement hors du commun. Lorsqu'on comprend son cas, lorsqu'on la voit, on se dit voilà, un petit peu comme dans le film Augustine, il n'y a pas d'avenir pour cette jeune femme. Et finalement, avec l'aide de la médecine et du coup d'un bon thérapeute, parce que Jung, en tout cas dans ce film-là, hein, je ne connais pas personnellement, il ne me téléphone pas tous les jours, dans ce film-là, semble quelqu'un de plus humain et qui va vouloir aider vraiment sa patiente, alors que Freud l'aurait peut-être dit, vas-y, mets-la en asile, c'est une folle, ouais, c'est peut-être de l'hystérie, mais je ne sais pas soigner ça, moi je m'en occupe pas, je me préoccupe pas de ces gens-là. Il y avait cette vision un peu, et d'ailleurs Freud est maintenant décrié en psychiatrie, et même la psychanalyse est remise en cause. Donc il y a plein de choses qui, apparemment, c'est encore étudié dans les annales de la psychiatrie, c'est-à-dire quand vous faites les IFSI et autres. Je sais que je connais beaucoup de gens dans mon milieu étudiant et beaucoup de gens dans le milieu infirmier. Je connaissais une jeune femme qui disait qu'elle avait étudié Freud, qui avait des trucs intéressants, qui avait des trucs évidemment fondateurs, mais qu'en même temps, maintenant, à l'époque où on vit, il y a des trucs qui sont complètement bullshit. Notamment peut-être la condition des femmes, le rapport à l'hystérie féminine. Freud a eu des thèses plus ou moins farfelues quand on les prend avec du recul, où avec l'évolution de la science et de la médecine, on se rend compte que c'était complètement hors sujet. Donc c'est un film très intéressant, Dangerous Method, c'est un film qui est super bien foutu, et ça peut être assez étonnant parce qu'en fait il a été réalisé par David Cronenberg, qui est plutôt habitué aux films fantastiques. Je pense que quand je vous dis ce nom-là, vous pensez à des films comme The Thing et d'autres films fantastiques horreur. Eh bien il était sur cette thématique, et c'est un très bon film, que moi je classerais dans un biopic. Pour m'être renseigné un peu, l'histoire elle est quand même un peu fidèle à ce qui s'est passé réellement. Donc le film c'est A Dangerous Method, et comme d'habitude, la bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est Slumdog Millionnaire, et de quoi ça parle? Eh bien ça parle d'un jeune homme qui se nomme Jamal Malik, qui a 18 ans, qui est orphelin, qui vit dans des taudis de Mumbai, je sais pas où c'est, en Inde. Oui, en Inde, c'est un film américain-britannique, mais il se passe effectivement en Inde. Il est sur le point de gagner la somme de 20 millions de roupies, donc ce qui est important là-bas, et même j'imagine la somme la plus importante, à l'équivalent du jeu qui veut gagner des millions. Et pour ça, il a une question de la bonne réponse, et s'il répond encore une bonne réponse, il est sacré champion, et il gagne donc la somme peut-être la plus importante qu'il n'y ait jamais eu. Et en raison de son jeune âge, en raison de l'intelligence de ses réponses, en raison de son parcours, eh bien, il va être arrêté par la police parce qu'il soupçonne que, sans doute, il y a tricherie, que peut-être il a une oreillette, que peut-être on lui souffle les réponses, parce qu'il n'est pas possible que ce jeune homme qui n'a que donc 18 ans puisse connaître toutes ces choses, en plus en raison de son parcours. C'est pas quelqu'un qui peut être lettré. On pourrait pas imaginer quelqu'un de 18 ans qui aurait une très grande érudition par rapport aux livres qu'il a lus ou les choses qu'il a pu documenter, mais là c'est pas le cas. Il vivait dans les quartiers un peu défavorisés, donc ils ne comprennent pas. Il va être arrêté et il va être sommé de s'expliquer. Il va être obligé de dire en quoi et d'expliquer comment il peut avoir ses réponses. Et donc le film va basculer dans autre chose et on va être dans un film d'aventure, euh, puisque Jamal va nous parler de sa vie et qu'on comprendra qu'en fonction de sa vie, il a pu donner telle ou telle réponse. Que finalement c'est la vie qui l'a façonné et que s'il sait telle réponse précisément, eh bien c'est parce qu'il a vécu tel autre événement et que du coup il est capable d'y répondre. Donc c'est un très bon film de Slumdog Millionnaire. Le réalisateur c'est quand même Danny Boyle. Je crois, si je ne me trompe pas, celui qui a fait Trainspotting. Alors ça n'a absolument rien à voir, sauf que c'est quelqu'un qui est à réalisation et qui sait faire du cinéma. C'est un grand moment de cinéma, c'est un moment d'aventure, épique, avec des belles rencontres, avec des belles histoires, avec des moments émouvants, avec des moments plus drôles. Je croyais que c'était une histoire vraie, non, c'est pas une histoire vraie. Mais a priori, le jeu, la version indienne de Qui veut gagner des millions, est réputée comme l'une des plus difficiles, et il y aurait eu des tricheries, mais pas par un gamin de 20 ans, plutôt par des personnes de 40-45 ans qui auraient essayé de tromper, mais qui seraient fait rattraper au dernier moment. Donc il y a une espèce de basculement avec la réalité, mais c'est pas une histoire vraie, ce que je pensais. Ça aurait été trop beau quelque part. Il y a des films comme ça où des fois on se dit
Waouh, c'est incroyable, mais c'est vrai, et on vérifie, et c'est vrai, là, ça aurait été beau, mais ça n'est pas vrai. La bande-annonce sera en dessous, et le film, c'est Slumdog Millionnaire. Le prochain film est Le garçon au pyjama rayé, et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle de Bruno, un petit garçon de 9 ans, qui vit avec ses parents, il a une vie heureuse, un petit peu loin de tout, loin des fracas de la guerre, puisqu'on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont une belle et grande maison, il s'y plaît, je crois il n'a pas de frère et sœur. Et puis un jour, son père, qui est donc un officier allemand, a une reconnaissance de la part du Führer qui lui confie le commandement d'un camp, et donc ils vont devoir quitter leur maison. Et Bruno, évidemment, n'est pas très, très heureux à cette idée, parce que lui, il s'y plaisait bien, parce qu'il a ses habitudes, parce qu'étant, je crois, réellement un enfant seul, il avait ses occupations, il avait peut-être aussi une nounou qu'il aimait particulièrement. Là, il va devoir partir, il va devoir quitter la grande ville de Berlin pour aller à la campagne. Sur place, il va s'ennuyer, évidemment. Et un jour, il va se rendre compte que c'est pas comme ça, c'est un peu caché. Son père peut-être lui dire tu vas pas là-bas, tu ouvres pas cette porte-là. Et en ouvrant cette porte interdite ou cette fenêtre interdite, j'en ai plus vraiment le souvenir, il va voir des femmes, des enfants. Euh, il va voir des femmes et des enfants. J'ai essayé de donner le moins d'éléments possible sur ce film, mais c'est très compliqué, même sur l'affiche Allociné, sur le pitch d'Allociné. Il est très difficile d'en parler. Ce que je pourrais dire, c'est un film qui parle de l'innocence de l'enfance, de la candeur, de ce côté heureusement préservé qu'on a comme ça de la vie, et puis de l'âpreté et de la cruauté du monde adulte. En conclusion, c'est un très beau film qui a une note. Alors que c'est un film qui est sorti en DVD, j'arrive pas à comprendre. Des fois, je me dis, il y a des œuvres, je dirais pas des chefs-d'œuvre, mais quand même des œuvres majeures, qui sortent en DVD, alors que la note spectateur est de 4,3 sur 5, ce qui est presque, encore une fois, le prix de l'excellence. Parce que oui, c'est un très beau film, parce que oui, c'est commun, et en fait, on va pas se mentir, le garçon au pyjama rayé, ça donne déjà tellement d'indications. Vous arrivez devant votre séance de ciné, non, parce que du coup, vous n'aurez qu'une jaquette DVD qui indique beaucoup de choses. Vous allez sur le pitch halluciné, enfin voilà, tout est dit. Sauf que malgré tout, quand on sait tout ça, ça peut quand même rendre un film intéressant. C'est un peu comme le film sur la môme Edith Piaf, on sait comment ça va finir. C'est un peu comme le film avec Marilyn Monroe, je savais comment ça va finir. C'est un peu comme le film Queen, dont j'ai parlé récemment dans mon top 10 2018. On sait comment ça va finir, néanmoins, ça peut être rendu intéressant. Il y a plein de films comme ça où on connaît la fin, mais ce qui va être entre les deux va être passionnant, va être différemment écrit, et ça va rendre l'œuvre finalement différente. Donc le film, c'est Le garçon au pyjama rayé. Je pense même que la bande-annonce, on peut imaginer un petit peu de quoi ça va parler. La bande-annonce sera en dessous.